Alors, bonjour donc à toutes et tous, bienvenue sur ce webinaire dédié au déploiement de la chaîne logistique de l'hydrogène à l'échelle régionale, avec un focus particulier sur la Corse. Aujourd'hui, nous allons explorer comment cette île, riche de ses spécificités énergétiques et géographiques, peut relever les défis de la transition énergétique grâce à l'hydrogène. Au programme, un aperçu de contexte énergétique de la Corse, la structure de sa chaîne logistique hydrogène et les modèles de systèmes qui permettent de répondre aux enjeux locaux, notamment en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de stabilité du réseau électrique. Je confère le plaisir d'accueillir aujourd'hui le docteur Tchougoun Moustapha Maï du laboratoire Sciences pour l'environnement de l'Université de Corse. Merci d'être avec nous. Et passons maintenant à notre première présentation. N'hésitez pas d'interagir. Vous avez le chat, vous avez aussi l'outil questions-réponses. Et on se retrouve à la fin du topo pour une session questions-réponses. Bonjour à tous, je m'appelle Tchougoun Moustapha et je suis ingénieur de recherche à l'Université de Corse. Et aujourd'hui, donc, je vais vous présenter une partie de nos travaux de recherche donc, qui sont effectués donc, à l'Université de Corse en partenariat donc, avec le financement de l'ANR France 2030, donc sous le projet UNITY, Université pour la transformation au service des territoires insulaires méditerranéens. Et donc, ces travaux de recherche ont été effectués en partenariat avec l'Université de Toulouse, donc sous le biais du laboratoire LJC par l'INPN-SIA7. Et du coup, ces travaux vont se focaliser sur le développement d'une approche d'optimisation multicritère pour le déploiement d'une chaîne logistique d'hydrogène à l'échelle régionale. Donc ici, la région considérée, c'est la région insulaire Corse avec toutes ses spécificités. Voilà, donc cette présentation va se dérouler de cette façon. Donc, tout d'abord, je vais vous faire une brève présentation du contexte énergétique de la Corse et ensuite, nous allons voir la structure de la chaîne logistique d'hydrogène considérée dans cette étude et ensuite, nous allons voir la méthodologie et les outils que nous utilisons pour faire ces travaux. Puis après, nous allons voir un certain nombre de résultats que nous avons obtenus et ensuite, nous allons conclure et vous présenter quelques futures perspectives sur ces travaux. Donc voilà pour ça. Pour voir, donc la Corse, c'est une ZNI, donc dans le langage EDF, une ZNI, c'est-à-dire c'est une zone non interconnectée. Et donc électriquement parlant, c'est une zone qui n'est pas directement reliée au réseau électrique continental. Donc pour le cas, la Corse fait partie de ces ZNI, et même si elle est partiellement connectée avec l'Italie. Et donc, pour ces ZNI, ils ont un certain nombre de spécificités énergétiques, c'est-à-dire que la plupart du temps, ils importent une grande partie de leurs besoins énergétiques, que ce soit du fuel lourd, de l'essence de gasoil par la mer, donc par bateau. Et ces sources fossiles donc, sont utilisées soit pour produire de l'électricité ou pour le transport, ce qui fait monter donc excessivement le coût de production d'électricité dans ces ZNI, mais aussi qui fait qu'au final, on a 1 kWh d'électricité produit qui est beaucoup plus carboné. Donc, en termes de comparaison, on est à une échelle de 5 entre la France continentale et la Corse, donc en termes d'émissions de gaz à effet de serre par kilowattheure d'électricité produit. Et en termes donc, de coût de l'électricité, l'euro par kilowattheure, on est aux alentours d'un facteur de 3. Donc, en France, on est aux alentours de 72 euros le mégawattheure, alors que dans les ZNI, on est aux alentours de 270 euros le mégawattheure. Donc, voilà un peu dans ce qui est des spécificités de ces ZNI. Et quand on fait un focus donc, sur le diagramme à droite, on voit que en Corse, par exemple, plus de 40% de l'énergie primaire consommée donc, sur l'île est consacrée donc, au secteur du transport. Donc, que ce soit la mobilité lourde, légère et ainsi de suite. Donc, ça, c'est pour ce qui est d'actuellement. Mais à l'horizon 2050, donc, les autorités locales ont une perspective de réduire de près de 90% les émissions de gaz à effet de serre, donc sur toutes les échelles confondues, mais aussi de réduire de moitié la consommation d'énergie finale.
et aussi d'atteindre, donc toujours à l'horizon 2050, une couverture de 100% par l'électricité renouvelable, les besoins électriques sur l'île. Donc, pour tous ces objectifs, on a besoin d'installer donc beaucoup d'énergie renouvelable, donc intermittente, avec stockage et sans stockage. Et une spécificité importante aussi dans ces ZNI, c'est qu'on ne peut pas injecter, par exemple ici en Corse, on ne peut pas injecter au même moment plus de 35% de l'électricité provenant des sources renouvelables intermittentes. Donc, on a une contrainte qui est technique à ce niveau-là. Voilà, donc pour ça, l'hydrogène paraît comme une très bonne alternative pour pouvoir d'un coup permettre d'injecter toutes ces énergies intermittentes dans le réseau, donc, et pouvoir donc, réduire les émissions carbone du kilowattheure produit dans ces ZNI, mais aussi pouvoir réduire ces coûts de kilowattheure. Donc, c'est dans ce sens que nous nous sommes lancés dans la perspective de voir et d'estimer à long terme comment l'hydrogène peut être injecté et développé sur ces territoires, ce qui fait donc l'objet de ces études. Donc, voilà pour ce qui est des objectifs. Et donc, nous, notre étude, on va considérer la chaîne logistique entière de l'hydrogène, c'est-à-dire des sources de production. Donc, quelles sources de production nous allons utiliser? Est-ce que c'est de l'éolien, du solaire? Est-ce que c'est du réseau électrique avec l'alimentation aussi en eau pour les électrolyseurs? Quelle technologie d'électrolyseur nous allons utiliser? Et quelle taille on va mettre en place? S'il y a un système de stockage, quelle est la taille? Et ensuite, comment on va utiliser cet hydrogène? Est-ce que ça sera pour la mobilité ou bien il va être exporté? Donc ici, nous, dans cette étude, je n'ai pas précisé au début, mais dans cette étude, nous nous sommes focalisés uniquement sur la mobilité. Comme je vous l'ai dit sur la première slide, plus de 40% donc, des besoins d'énergie fossile aujourd'hui en Corse sont concernés par le secteur du transport. Et donc, cette étude, en gros, nous allons faire une certaine répartition de la chaîne logistique à travers le territoire, c'est-à-dire nous allons faire une certaine répartition du territoire en plusieurs zones ou secteurs. Et dans chaque zone, on va voir quel est le besoin local et comment on va assurer ces besoins. Et est-ce que dans une autre zone, on a besoin de l'hydrogène? Est-ce qu'on peut l'assurer dans la deuxième zone? Je vais l'appeler la zone B', ou est-ce que on va l'importer d'une zone voisine? Donc, le topo, c'est ça, mais je vais vous l'expliquer dans la slide suivante. Donc, ici, c'est quand on considère, par exemple, une zone que je vais appeler ici G, donc pour la période donnée. Et ensuite, quand on a une deuxième zone ici G', on va voir est-ce que les disponibilités locales en termes d'énergie renouvelable et de la ressource en eau peuvent suffire à assurer la demande locale, ou est-ce qu'on va importer par la zone initiale, donc G. Donc, ce transport va se faire soit sous forme comprimée, donc à haute pression, ou sinon liquéfié et transporté par ces mêmes moyens de transport. Donc, dans le modèle, on a aussi intégré le fait qu'au lieu donc d'utiliser des camions utilisant de l'essence ou du gasoil, on pourrait utiliser aussi des camions donc fonctionnant à l'hydrogène, des camions rétrofités en gros. Donc voilà, mais je vais vous expliquer après progressivement. Et donc voilà. Et donc nous avons effectué, comme ce sont des perspectives à long terme, nous allons considérer, enfin, nous avons étudié 3 catégories donc, de perspectives en termes d'évolution d'énergie renouvelable ici en Corse. Donc là, ce sont nos 3 hypothèses. Donc en gros, entre 2025 et 2050, jusqu'à de 226 MW en termes. Donc là, c'est les capacités de photovoltaïque et de l'éolien combiné. Donc de 226 MW jusqu'à plus de 400 MW en 2050 pour le scénario le plus optimiste. Et pour les demandes aussi, nous avons étudié comment, déjà démographiquement parlant, comment ça va évoluer en Corse et
Et ça, comment ça va impacter les demandes en termes de carburant pour les particuliers et comment progressivement aussi avec toutes les études et les rapports que les autorités ont fait suivant leur trajectoire, comment l'intégration des véhicules à hydrogène et électriques vont être effectuées en Corse. Donc, nous avons évolué une évolution entre 5 tonnes et 43 tonnes à l'horizon 2050. Donc là, c'est pour la demande. Donc la demande, ça concerne les véhicules légers, les véhicules lourds et même les bateaux. Donc la méthodologie ici, c'est présent de cette façon. Tout d'abord, nous allons collecter, comme je l'ai dit là tout à l'heure, un certain nombre de données, que ce soit la demande, les critères technico-économiques de ces différentes technologies en fonction de leur taille, leur coût et ainsi de suite. Et après, nous allons donc comment on dit, traduire tous ces scénarios donc, en langage mathématique avec toutes les contraintes donc, qui sont présentes donc, pour modéliser ça. Donc, que ce soit la contrainte de la demande, il faut qu'on la satisfasse, la contrainte de la production, en fonction donc, du rendement de ces technologies et ainsi de suite. Et donc, tous ces modèles mathématiques, nous les développons avec l'outil GAMS et nous allons prendre en compte 3 critères d'optimisation: le coût, les émissions de gaz à effet de serre et l'indice de risque. Donc, nous allons minimiser sur l'ensemble de la chaîne le coût du système, donc de la production jusqu'à l'utilisation finale, les émissions de gaz à effet de serre et l'indice de risque. L'indice de risque, c'est un facteur que nous avons développé donc, pour attribuer à chaque échelle donc, de la chaîne un certain indice de risque que après nous allons minimiser. Donc, ce modèle, on peut le faire soit en mono-objectif, c'est-à-dire chaque critère pris individuellement, ou soit en multi-objectif avec tous les 3 critères pris de manière simultanée. Donc, voilà de ce qui est donc, du modèle. Et ensuite, donc, quand c'est un critère multi-objectif, nous utilisons la méthode de Epsilon Constraint et de M-Top6 pour pouvoir, en fonction des différents résultats que nous obtenons, puisque nous allons obtenir plusieurs résultats qui sont dépendants d'un par rapport à d'autres, nous allons chercher le meilleur compromis en fait, qui existe entre la prise en compte de ces trois critères. Donc, en termes de résultats, le modèle il va nous fournir sur l'ensemble des territoires et au niveau de chaque secteur le nombre d'unités, que ce soit de production, de transport, de stockage qu'il nous faut, leur taille et leur dimensionnement globalement, si on peut le dire de façon plus brève, mais aussi le SCOH, le coût actualisé de production en euros par kilowattheure et les différents CAPEX, OPEX qui peuvent intervenir pour chaque période, mais aussi pour l'ensemble de la chaîne logistique. Nous obtenons aussi des informations sur les émissions, donc au niveau de chaque échelle, mais aussi de manière ciblée, donc sur les périodes et aussi le critère de risque. Donc, ça, c'est pour les résultats. Et donc, là, j'ai oublié de dire, mais avant les résultats, il y a un autre aspect aussi qui intervient ici, c'est l'approche géospatiale. Donc, ici, que nous utilisons avec QGIS, qui va intervenir en amont, donc, comme la collecte des données, mais aussi en aval pour pouvoir implanter les localisations. Donc, en amont, on va regarder, donc, à l'échelle, comme je l'ai dit, c'est une spécificité insulaire. Donc, on va regarder quelles sont les contraintes vraiment géospatiales qui existent, que ce soit en termes de topologie. On sait qu'ici, la Corse, on a beaucoup de zones montagneuses, mais aussi on va chercher les différents sites qui sont potentiellement intéressants pour pouvoir installer ces systèmes de production, donc pouvoir installer un électrolyseur ou un système de stockage, donc en prenant en compte toutes les contraintes de sécurité et autres. Mais je vais vous expliquer aussi, je vais slide un peu plus en détail sur ça. Donc, le processus se présente de cette façon. Donc, la Corse, nous l'avons divisé en 9 zones ou 9 territoires que vous voyez de cette manière.
Et donc, pour chaque zone, on va lui donner un indice G, comme je l'ai dit un peu plus tôt. Et chaque zone va être attribuée à une certaine demande que nous avons évaluée donc, initialement. Et cette demande, donc, on va pouvoir dire à notre modèle, est-ce que c'est une demande de gaz ou sous forme de gaz ou sous forme liquide. Et aussi, dans chaque zone, on aura les différentes sources renouvelables qui sont disponibles. Et ensuite, donc, nous allons donner plusieurs technologies à ces modèles qui existent actuellement dans le marché, hein, avec leur taille et leurs différents euh, critères technico-économiques. Et le modèle, donc, il va nous fournir une répartition un peu généralisée de toutes ces technologies de manière globale pour pouvoir assurer la demande locale, mais aussi globale avec leur taille et sur l'ensemble de la période, de l'échelle de la période, donc à l'horizon 2050. Donc ça, c'est un certain nombre, je ne vais pas perdre le temps ici, mais c'est un certain nombre des valeurs, donc des technico-économiques, des paramètres technico-économiques pour les électrolyseurs avec leur capacité. Ici, on a 4 tailles d'électrolyseurs, on les appelle on les a sectorisés en mini ou petites, moyennes et grandes. Donc ça va en gros de 300 kW jusqu'à 5 MW. Après, on a le CAPEX, l'OPEX, l'efficacité. Et donc, ici, ce qui est intéressant à voir, c'est les émissions de gaz à effet de serre, ici, grammes CO2 équivalent par kilogramme, donc pour le secteur de production, de stockage et de transport. Donc, le transport, ça prend en compte, donc, si on brûle, si c'est un camion qui utilise de l'essence ou du gasoil, on est aux alentours de 63. Et là, c'est notre indice de risque ici, donc qui peut aller, qui varie entre 0 et 6, donc il peut aller jusqu'à 6. Voilà. Et le coût de l'électricité aussi qui est très important. Donc, que ça soit, si c'est de l'électricité provenant des sources renouvelables à l'horizon 2030 ou du réseau électrique. Donc, on a fait des hypothèses ici aussi, si c'est du réseau électrique de la France ou le coût de production d'électricité en Corse. Donc, l'approche géospatiale, comme je l'ai dit un peu tout à l'heure, nous utilisons aussi QGIS pour pouvoir recueillir des informations sur la disponibilité en eau potable. Comme on sait que maintenant, on a de plus en plus de périodes de sécheresse et c'est assez important ici en Corse. Et on va voir où est-ce qu'on n'a pas de problème en termes de disponibilité d'eau potable. Donc, on pourrait utiliser sans problème pour les électrolyses. Ensuite, ici, nous utilisons aussi QGIS pour déterminer les différents sites qui sont intéressants donc, pour la production et le stockage d'hydrogène. Donc, ça, c'est ce qu'on voit en violet. Donc, nous avons utilisé plusieurs contraintes, enlever les endroits donc, où il y a des habitations, les endroits où ils sont trop proches des cours d'eau. Il faut qu'on soit un peu plus proche des réseaux électriques pour qu'on puisse se connecter facilement. On ne va pas se mettre dans des endroits trop isolés. Il faut qu'on ne soit pas trop loin aussi des routes. Il faut qu'on exclue donc les territoires qui sont protégés et ainsi de suite. Et à la fin, comme je l'ai dit, on a utilisé aussi QGIS pour déterminer les différents sites où on peut déjà utiliser pour distribuer l'hydrogène. C'est-à-dire, on a regardé à l'échelle de la Corse, sur toutes les stations-service qui existent actuellement, quelles sont les stations-service qui ont une certaine capacité en termes d'espace, hein, en termes d'espace pour pouvoir être switché ou complété avec une petite station hydrogène. Donc, les verts, donc, c'est les endroits où on peut donc actuellement implanter les stations de distribution hydrogène. Donc, sans changer les habitudes des utilisateurs. C'est un peu dans ce sens qu'on a fait ça. Voilà, donc en termes de résultats, là, j'ai un tableau un peu récapitulatif de cette étude. Donc, lorsqu'on minimise les coûts, donc on arrive donc à un coût total. Donc, ça inclut le CAPEX et l'OPEX total de toute la chaîne de 9 000 € par jour et avec un SOH, donc ça c'est plutôt parlant ici, donc d'environ 8,5 € le kilowattheure sur toute la chaîne. Et quand on minimise les émissions, donc on a un minimum
kg CO2 équivalent par kg d'hydrogène de 7,16. Et lorsqu'on minimise le risque, on a un risque ici minimum de 16. Donc, à chaque fois qu'on prend un critère, on a toute la configuration qui change derrière. Je ne pourrais pas présenter toute la chaîne, mais en gros, là, j'ai deux cartes ici qui me présentent la configuration en 2030 et en 2050 lorsqu'on minimise le critère coût. Et on a sur la totalité la capacité donc, des électrolyseurs qu'il faut installer, le nombre de stations-service, la quantité de stockage et en CAPEX, ce qu'il nous faut injecter. Donc voilà pour ce qui est de ça. Donc on a les mêmes cartes pour toutes les périodes, mais aussi pour chaque critère. Et voilà, ici par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est que quand on regarde ici, lorsqu'on minimise les émissions, on est à un peu plus de 7. Et aujourd'hui, donc selon la taxonomie de l'Union européenne, pour avoir un hydrogène bas carbone, il faut qu'il soit inférieur à 3 kg CO2 par kg d'hydrogène. Donc dans ce scénario-là, même lorsqu'on minimise les émissions de gaz à effet de serre, nous n'arrivons pas à produire un hydrogène qui est bas carbone en Corse. Pourquoi? Parce que l'hydrogène, comme je l'ai dit même un peu au départ, il est beaucoup plus carboné aujourd'hui en Corse. Donc là, c'est la variation donc, du SEOH en fonction de quelques hypothèses de coût. Donc, on a 3 hypothèses de l'ADEME donc, qui se sont basées sur des perspectives d'évolution de coût et en fonction de comment les technologies vont évoluer au fil des années. Et on voit que ça n'évolue pas beaucoup là, selon les hypothèses de l'ADEME, donc notre coût d'hydrogène. Par contre, là où ça évolue beaucoup, c'est lorsqu'on utilise le coût de production d'électricité en Corse. Là, on a une bonne évolution. Et avec aussi le coût de tarif vert d'EDF, donc lorsqu'on soutire de l'électricité du réseau. Je l'ai dit au départ, c'est que nous, notre modèle, il nous permet de voir si on transporte ou on stocke de l'hydrogène sous forme comprimée ou liquide, quelle est la configuration qu'il nous faut. Donc, ici, en bas, c'est lorsqu'on utilise de l'hydrogène liquéfié, on a plus 13 euros le kilogramme en termes de LCOH et on augmente de plus de 10 tonnes de CO2 par jour sur la chaîne. Donc, ce n'est clairement pas une option qui est envisageable pour la Corse. En tout cas, pour ce niveau de demande qu'on a, nous, évalué. Donc, là, c'est aussi une autre étude qu'on a essayé de voir, c'est que au lieu de transporter l'hydrogène dans une zone, pourquoi ne pas envoyer, on va dire, l'électricité de surplus à la zone qui a besoin. Comme ça, au lieu de faire du transport par la route, on fait juste du transport d'électrons, comme on a déjà l'infrastructure qui existe. Et donc, en mettant cette contrainte donc, dans le modèle, on peut arriver à une économie d'environ 60 centimes l'euro du kilogramme. Et on réduit environ de 7% les importations directes donc, du réseau. Mais ce qu'il faut savoir ici, c'est qu'on n'a pas une garantie physique de l'électron vert. Hein. Mais voilà, dans l'aspect et dans la théorie, on peut le dire, ça existe déjà, hein, le tarif de l'électricité verte. Donc, pour régler le problème de ce que j'ai dit tout à l'heure, des 7 euros le kilogramme CO2 par kilogramme de H2, on a essayé d'exclure complètement la contrainte du réseau électrique. Donc, au début, ici, si vous vous rappelez, on avait le réseau électrique qu'on pouvait utiliser. Donc, on s'est dit, c'est ce qui nous fait augmenter largement nos émissions carbone, donc de la chaîne. On s'est dit, bon, on va l'éliminer, on va voir comment on va satisfaire les demandes et quel coût et quelle émission ça va engendrer tout ça. Et aussi, on a intégré aussi notre fameux camion rétrofité. Et donc, au lieu donc de brûler du gazole, on va utiliser l'hydrogène qu'on a produit pour pouvoir transporter l'hydrogène. Et dans ce cas,
avec notre fond de Pareto ici, avec notre différentes valeurs optimales obtenues en fonction du coût et des émissions, nous arrivons donc à une émission qui est inférieure à 3,0 le kilogramme. Donc, on peut bien arriver à avoir un hydrogène bas carbone. Et on a essayé d'augmenter aussi la contrainte sur les émissions, c'est-à-dire au lieu qu'on ait une équivalence entière sur ces trois critères, c'est-à-dire chaque critère a un poids identique, on a doublé donc le poids des émissions, donc son importance est derrière, pour voir jusqu'où le modèle peut réduire ses émissions. Et le maximum que nous puissions obtenir ici, c'est une production d'hydrogène avec 1,43 kg CO2 par kilo H2 donc, en Corse. Ça, le réseau électrique, mais avec uniquement les perspectives d'installation des énergies renouvelables solaires et éoliennes. Donc voilà, en termes de conclusion, c'est une étude qui nous permet globalement de dire que le meilleur donc, scénario de distribution ou de déploiement des chaînes logistiques d'hydrogène à l'échelle de la Corse est une configuration qui est plutôt distribuée ou décentralisée, donc avec plusieurs lieux de production et de stockage, comparé à une production centralisée avec beaucoup de transports, puisqu'on a très très peu de transports et quasiment pas selon certaines hypothèses. Et on peut arriver quand même à avoir un coût de production d'hydrogène qui est compris entre 6,5 et 8,5 euros le kilo, qui est quand même assez intéressant vu le niveau de demande. Et un facteur aussi intéressant, c'est que le coût de l'électricité est le facteur le plus impactant. Donc, sur une chaîne comme ça, comme on peut le voir ici, il contribue à près de 80% donc, sur l'ensemble des coûts finaux. Donc, ces travaux, c'est un modèle donc, que les autorités peuvent utiliser, en tout cas les résultats, pour pouvoir mettre en place leur stratégie de déploiement et qui peut aussi être appliquée à certaines spécificités d'autres ZNI. Donc, il suffit juste de mettre les éléments qui consacrent ces ZNI et ensuite le modèle il va donner les résultats en fonction de ces contraintes bien spécifiques. Donc, c'est des modèles qui ne sont pas définitifs. Donc, il y a plusieurs choses qu'on peut encore rajouter. Par exemple, on peut prendre en compte l'utilisation industrielle, donc l'utilisation de l'hydrogène dans les industries en termes d'application finale, mais aussi on peut rajouter plusieurs autres moyens de production, que ce soit un peu plus thermique et ainsi de suite. Et il y a l'indice de risque aussi. Bon, ici, je ne l'ai pas trop détaillé, mais il est un peu limité en termes de paramètres puisque, en fait, on ne peut que le comparer par rapport à d'autres hypothèses qu'on a déjà faites. Donc, il ne nous donne pas qualitativement un niveau de risque qu'on peut directement évaluer. Donc voilà, donc là on est en train déjà de les traiter, on a déjà fait une publi là-dessus, donc prochainement on va essayer de l'intégrer pour avoir un système un peu plus complet. Voilà de ce qui est de ces travaux et merci pour votre attention. Donc là, juste pour la dernière question, je peux répondre peut-être directement. Précision pour le rétrofit H2 évoqué. Donc, c'est des références qu'on a juste regardées comme ça en général, donc qui existent actuellement dans la biblio. Mais pour les coûts en CAPEX, on est aux alentours de, si je me rappelle bien, de 800 000 euros. Donc, tout frais CAPEX complet. Et par contre, le fournisseur, je ne me rappelle plus de c'est qui faisait ça. Et voilà quoi. Et ouais, on a Pierre Pioni. C'est moi qui donne la main pour les questions ou... Non. Pierre, vous avez la possibilité de parler si vous voulez. Je vous prie de réactiver votre son. Allô? Bon. Oui, vous Ah m'entendez? oui, on vous entend. Oui. Bonjour à toutes et à tous et bravo pour cette présentation, c'était très intéressant. Et puis une belle étude, hein, c'est très, très,
C'est une nouvelle façon de voir les choses, et ça m'a beaucoup plu. Donc, Merci. j'ai posé des questions dans le chat et il y a eu un petit discours. Il faut en reparler peut-être plus largement. Donc, sur l'hydrogénification du train en Corse, parce que je pense Oui, que c'est un gros sujet. Et puis, sur le rétrofit, là, tu as répondu, c'est parfait. Donc, je, s'il y a d'autres informations plus tard, je suis preneur quand même aussi pour voir comment ça évolue sur le sujet. Mais je voudrais revenir quand même sur le train parce que ça fait 2 fois que je vois des présentations sur l'hydrogène en Corse. Et dans les 2 fois, le train est complètement éludé. Alors que vraiment, je pense que c'est un exemple dans la mobilité lourde en France pour décarboner ce moyen de transport, ce trafic. Voilà. ok. Merci pour ces éclaircissements. Mais oui, effectivement, le train, je pense que si aujourd'hui on allait reprendre l'étude et que on devrait mettre toutes les applications qui sont potentiellement intéressantes donc pour l'utilisation de l'hydrogène actuellement en Corse, on va intégrer bien sûr le ferroviaire et aussi le secteur aéroportuaire, quoi. Bon, d'accord. Est-ce qu'il y a eu comment dire, Ouais. des demandes de prix? De demande de prix sur. Oui, bah, pour étudier l'hydrogène sur le train en Corse, avant même l'aéronautique, parce que bon, ça viendra bien sûr, mais Avant je pense que l'étude, vous voulez dire? oui, dans l'étude, et où est-ce que c'est un prolongement de l'étude actuelle, de regarder le coût de cette électrification, de cette hydrogénification du train corse. Non, pour l'instant, non, pour l'instant, même dans l'équipe, on n'a pas des gens qui travaillent sur cette thématique. Donc, peut-être pour les prochaines, mais actuellement, quand même, on n'a pas travaillé là-dessus. Bien. J'ai vu une petite note de Hervé Dumartin là, qui parle des HICE. C'est intéressant. Ouais, on en reparle, Hervé. Ok, d'accord. J'ai une question aussi sur les résultats de cet kilogramme CO2 supposent une approche 100% grid. Oui, du coup, les 7 euros, c'est pas 100% grid. Je n'ai pas les pourcentages actuellement puisque ça varie en fonction de la période, mais aussi de la configuration. Mais c'est une approche qui est un mix avec grid et solaire et éolien, quoi, et renouvelable. Donc là, on a des éclaircissements aussi sur le rétrofit. Merci de réviser. Donc, Belgique me dit entre 400 et 550 000 euros. OK, ben, je vais regarder ça. Je vais regarder sur. Oui, on a une autre question aussi de Farid Oupra. Je ne sais pas si je peux donner la main. Oui, Farid, vous avez la possibilité de parler si vous voulez. Merci Monsieur Mustapha pour la présentation. Farid Merci. Obra de Énergie Réunion. Je suis moi-même aussi docteur en électrochimie sur les électrolyseurs. Et nous travaillons, nous, sur le plan, la feuille de route régionale réunionnaise. Et en ce sens, j'ai deux D'accord. questions. Vous avez évoqué la possibilité de, comment dire, migrer les stations fossiles existantes vers les stations de recharge. Enfin, c'est une possibilité qui est, je pense, intéressante, mais est-ce que vous pouvez un peu décliner ce point étant donné les problématiques foncières, d'acceptabilité et, moi, je me questionne un peu sur la faisabilité. Et la deuxième chose, par rapport à vos travaux, là, c'est de manière un peu plus générale. Hein? C'est vrai que c'est assez intéressant pour de l'aide à la décision. Et est-ce que ce type de modèle peut être extrapolable? Enfin, vous l'avez mentionné, hein, mais sur d'autres ZNI tels que l'île de la Réunion, les Antilles et autres. Et si oui, comment peut-on travailler en ce sens?
OK. Donc, pour la première question, effectivement, on n'a pas pris en compte le critère d'acceptabilité sociétale pour pouvoir migrer en fait les stations-service déjà existantes. Donc, c'est un très bon point là. Donc, je pense que dans les prochaines études, ou pour que ça soit beaucoup plus complet, il serait judicieux de l'intégrer, ces facteurs-là. Et c'est pour ça quand même on va dire, d'une certaine manière, l'acceptabilité sociétale dans cette étude, c'est seulement le fait qu'on ne puisse pas changer trop les habitudes des utilisateurs de ces stations. Mais dans le cadre même de l'implantation, ça, non, on n'a pas tenu compte. Et donc, oui, bien sûr, ça c'est intéressant de le prendre en compte dans ce cas. Et donc, concernant la deuxième question sur le pouvoir donc, du modèle de pouvoir l'appliquer à d'autres territoires, oui, c'est carrément possible. Et justement, on a fait en sorte donc, que le code soit le plus facile possible pour pouvoir facilement intégrer en fonction des spécificités de chaque territoire. Par exemple, en termes de ressources énergétiques, je ne sais pas si à La Réunion, vous avez de la géothermie. Géothermie, non, je ne pense pas. Pas Mais, encore, non. ouais, et du coup, en fonction de ces spécificités, si vous avez d'autres sources énergétiques qui peuvent être utilisées, on peut facilement les intégrer, mais aussi en termes d'application, si on a euh, une industrie, je ne sais pas, de fabrication d'engrais et qui peut être utilisé avec l'hydrogène vert qu'on produit. Et du coup, ça peut être intégré dans les applications finales. Donc, on aura des stations-service, mais aussi cette industrie et ainsi de suite, quoi. Donc, c'est vraiment modulable. Très bien, je vous remercie. Merci. Donc, Alors, il y le avait chat. quelques questions encore dans le chat. Oui, je pense. Enfin, je ne sais pas si le lien, c'est moi ou c'est Gaël qui peut le partager. Le lien, alors, j'ai un lien, mais c'est un mail. Euh, Des ferries, comment comptez-vous changer ça? Pour les ferries, donc là, il y a actuellement déjà une autre étude qui est en train d'être faite et qui est en train de voir donc comment on peut directement ravitailler donc ces ferries, les alimenter du moins électriquement qu'elles sont à quai et donc avec une pile à combustible et de l'hydrogène vert qu'on aura produit localement. Et du coup, oui, dans le cadre de cette étude, comment ça peut être intégré, c'est qu'au niveau des applications finales, on aura deux gros pôles, par exemple Ajaccio et Bastia, où il y a beaucoup de ferries et euh, qui vont recenser la grosse partie de la demande. Donc, voilà pour ça. Après oui, l'engouement sur concernant le lien de votre topo, si j'ai bien compris, si vous êtes d'accord, on le partagera. Je vous enverrai à tous un petit message de remerciement avec le lien du topo. le pouvoir pour l'exemple existant inconsistant sur les jeux, quel est votre raison? Et donc, on a une autre question. Après l'engouement sur l'hydrogène depuis 2020, on constate un grand ralentissement sur la demande d'installation des stations de distribution depuis 2022. Les pouvoirs publics semblent hésitants et inconsistants sur le sujet. Et donc, quelle est ma vision là-dessus? C'est que effectivement, en fait, au début, je pense, parce que ça c'est personnel, hein, la tendance était, on avait
beaucoup, comment je vais dire ça? En fait, on comptait beaucoup sur les véhicules légers. Par contre, on s'est rendu compte au fur et à mesure que c'est une technologie qui n'est pas forcément intéressante avec de l'hydrogène. Et du coup, ça a un peu baissé en fait euh, cet engouement, on va dire, sur la filière. Et par contre, maintenant, de plus en plus, c'est les véhicules lourds. Et on a justement, quelqu'un avait parlé tout à l'heure des moteurs thermiques à hydrogène. Et je pense qu'eux aussi sont en train un peu de reprendre en fait la main quoi, sur les sujets. Dans tous les cas, comme on sait que c'est assez nouveau, donc je pense que ça peut encore changer hein, d'ici quelques années. Quelque chose peut sortir et ça peut basculer encore. Mais je pense qu'au début, c'était les véhicules légers, on comptait beaucoup là-dessus. Et au fur et à mesure, on s'est rendu compte que c'est pas la meilleure technologie quoi, avec de l'hydrogène, puisqu'il y a déjà les batteries qui sont assez performantes, on a plein de technologies et c'est assez fiable. Euh, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Donc, on a une deuxième. Bonjour, très intéressant pour discuter après sur le thème. Voilà, je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Je ne sais pas s'il y en Oui, a je encore pense. d'autres. S'il n'y a plus de questions, je vous propose, déjà, je vous remercie. Merci, docteur. Merci à Et, vous. merci. Et je propose qu'on nous mettions fin à ce webinaire et à très bientôt pour de nouveaux webinaires H2Conf. Merci, Merci. docteur. Passez une bonne journée, vous tous. Merci à vous. À très Merci de m'avoir bientôt. invité. Merci. Au revoir. Au revoir.